Merci de votre participation pour ce deuxième webinaire de la saison 2021. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Asma Boulboul, consultante technique senior chez Sogedev. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les deux dispositifs, Crédit Impôt Recherche et le statut Jeune Entreprise Innovante, donc connu sous le nom de statut JUI. Je vais vous expliquer les différences entre les deux dispositifs et aussi comment les cumuler. Voilà, donc pour commencer, très rapidement sur Sogedev, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sogedev est un cabinet de conseil en financement public de l'innovation. Notre mission est d'accompagner les entreprises dans l'obtention, l'optimisation et aussi la sécurisation des dispositifs publics de financement des projets donc de recherche, développement et innovation, des projets de développement international, mais aussi les projets d'investissement. Sogedev est référencé CIR C2I par la médiation des entreprises. Donc, on a aussi des partenariats très solides avec des acteurs de l'innovation et du numérique, notamment France Digital et Tech in France. Donc, petit focus donc, sur les deux dispositifs CIR JUI, donc Crédit Impôt Recherche, Jeune Entreprise Innovante. On va commencer d'abord par le Crédit Impôt Recherche. Donc, je vais vous présenter très brièvement ce dispositif-là. Donc, c'est un dispositif de soutien aux activités de recherche et développement qui a été mis en place en 1983. Il permet donc de financer 30% des dépenses de R&D générées par l'entreprise. Toutes les sociétés donc industrielles, commerciales, agricoles peuvent prétendre à du crédit impôt recherche. Donc, il n'y a pas de restriction de secteur, pas de restriction de taille, ni de statut. Sachez aussi que le crédit impôt recherche est calculé sur une année civile. En termes de déclaration, donc il se fait en annexe de la déclaration du solde d'IS via le formulaire 2069 ASD, donc de déclaration du crédit d'impôt. Et donc, du coup, la déclaration se fait en même temps que le dépôt de l'alias fiscal, soit 3 mois et demi après la clôture de vos comptes. Voilà, pour le statut jeune entreprise innovante, donc très brièvement, donc ça a été créé en 2004. C'est destiné aux PME de moins de 8 ans qui engagent, on va dire, une partie des dépenses, qui consacrent une partie de leurs dépenses à la R&D. Donc ça, c'est vraiment un critère important qu'on va voir par la suite dans le détail. Les entreprises qui ont le statut JUI bénéficient d'avantages fiscaux, sociaux, ainsi que d'autres avantages. Donc, on va aborder par la suite un peu plus en détail. Sachez que pour les exonérations sociales, typiquement, ça concerne uniquement le personnel affecté à la R&D, pas du coup l'ensemble du personnel. Le dispositif JUI a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Donc, l'amendement a été adopté en 2019, ce qui signifie que toutes les entreprises qui respectent les critères du statut JUI peuvent encore prétendre à ce dispositif-là jusqu'à cette date, jusqu'en 2022. Il n'y a pas de formalité particulière, contrairement au CIR, donc pas de formulaire à remplir. Donc, c'est un statut autodéclaratif. Donc, vous pouvez juste dire à votre comptable que vous souhaitez bénéficier du statut JUI et ensuite, lui, il va appliquer les exonérations fiscales et sociales. Par contre, il est toujours possible de demander l'avis préalable de l'administration sur l'éligibilité de votre entreprise au statut JUI. Et du coup, ça passe par un rescrit JUI, donc qu'on va aborder un peu plus en détail par la suite. Donc ça, c'était un peu la présentation très globale des deux dispositifs. On va rentrer maintenant un peu plus en détail on va dire, dans le cadre du scope crédit impôt recherche. Donc, les activités de R&D qui sont éligibles au titre du crédit impôt recherche sont les activités qui relèvent de ces 3 catégories. Donc, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et aussi le développement expérimental.
Un projet est considéré comme éligible au titre du CIR s'il permet donc de traiter une problématique scientifique ou bien technique dont la solution ne paraît pas évidente à quelqu'un de la profession qui a accès à l'ensemble des connaissances existantes dans le domaine d'études concernées. La démarche à suivre suppose, on va dire, l'établissement d'un état de l'art. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un état de l'art, c'est l'état des connaissances existantes au démarrage des travaux. Donc, du coup, quand on va établir cet état de l'art, il faut montrer qu'il comporte certaines lacunes vis-à-vis des problématiques identifiées et que du coup, l'entreprise engage des travaux afin de dissiper les incertitudes identifiées et dépasser l'état de l'art. Donc, c'est que comme ça, du coup, qu'on peut qualifier les travaux effectués comme des opérations de R&D au sens CIR du terme. On va faire un petit focus sur les dépenses éligibles au titre du crédit impôt recherche. Donc, deux catégories, les dépenses internes, les dépenses externes. On va commencer d'abord par les dépenses internes. Donc, ça comprend tout ce qui est dépenses de personnel, donc valorisation des chercheurs, ingénieurs, techniciens, mais aussi jeunes docteurs, avec le petit plus donc, pour les jeunes docteurs qui sont valorisés doublement dans l'assiette des dépenses de R&D. Ensuite, pour tout ce qui est dépenses de matériel, donc on va prendre les dotations aux amortissements du matériel affecté à la R&D. Ensuite, les dépenses de propriété intellectuelle, donc ça concerne tout ce qui est frais de prise et maintenance de brevets ou de COV, donc certificat d'obtention végétale. Quatrième catégorie, donc c'est les dépenses de normalisation. Donc, c'est les frais de participation aux réunions officielles de normalisation qui peuvent aussi être prises en compte dans l'assiette des dépenses de R&D. Et enfin, les dépenses de veille technologique, donc qui comprennent tout ce qui est dépenses d'abonnement, les dépenses d'abonnement à des revues scientifiques, à des études technologiques ou encore tout ce qui est tous les frais relatifs à la participation à des congrès scientifiques. On va dire la particularité ou on va dire la condition, c'est que la thématique de ces congrès scientifiques doit être toujours en lien avec les travaux de R&D qui sont valorisés. Ensuite, on a les dépenses externes, donc qui concernent la sous-traitance, qui est du coup soit publique ou privée. Dans le cadre de la sous-traitance publique, sachez qu'on peut valoriser doublement les factures de sous-traitance publique. Donc tout ce qui toutes les factures des laboratoires, des universités, de centres techniques. Donc voilà, tous les organismes publics, on peut les valoriser doublement dans l'assiette des dépenses, ce qui n'est pas forcément le cas de la sous-traitance privée. Et en plus, il y a une condition nécessaire pour pouvoir valoriser ces factures-là, c'est que l'entreprise ou le sous-traitant privé doit être nécessairement agréé au titre du CIR pour qu'on puisse le prendre en compte dans l'assiette des dépenses. Donc voilà, ça c'est très important à retenir. Et enfin, sachez qu'il faut déduire certaines dépenses de l'assiette globale de R&D, notamment tout ce qui est subventions, avances remboursables publiques, donc toutes les aides publiques qui couvrent, on va dire, les mêmes travaux valorisés au titre du CIR, donc il faudra les déduire, et aussi déduire la prestation de conseil relative au crédit impôt recherche. Donc le taux applicable, comme je vous l'ai dit, il est de 30% jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses. Au-delà de 100 millions d'euros de dépenses, on prend uniquement 5%. Et il y a une petite exception pour les dom-tom qui est de 50% de taux applicable crédit impôt recherche jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses. Voilà, on va passer maintenant aux critères d'obtention du statut jeune entreprise innovante. Donc, il y a 5 critères à valider pour pouvoir obtenir ce statut. Le premier critère, il faut que l'entreprise soit une PME, donc une PME au sens français du terme, donc moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou bien moins de 43 millions d'euros de total de bilan. Deuxième critère, il faut que l'entreprise soit âgée de moins de 8 ans. Le troisième critère, il faut qu'elle soit détenue à plus de 50% directement ou indirectement par des personnes physiques ou des fonds d'investissement. Quatrième critère, il faut démontrer que l'activité de l'entreprise est nouvelle, donc il faut qu'elle soit créée ex nihilo, ce qui signifie
qu'elle n'est pas issue de reprise d'activité, de transfert de personnel ou de restructuration. Et le dernier critère, donc, il faut que l'entreprise consacre au minimum 15%, on va dire, de ses charges à des dépenses de R&D éligibles au sens CIR. Donc là, on a les 5 critères pour obtenir le statut GUI. Donc, une fois qu'on obtient le statut GUI, l'entreprise bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux. Donc, on va commencer déjà par les avantages fiscaux. Donc, on a tout ce qui est exonération d'IS, exonération totale ou partielle de la cotisation économique territoriale sur délibération des collectivités territoriales. Donc, ça, c'est une condition nécessaire. Et aussi le remboursement immédiat du CIR. Donc, si une entreprise JUI déclare du CIR, elle peut demander le remboursement immédiat à l'administration de sa créance si, par exemple, elle ne paie pas d'IS sur une année, sur l'année considérée. Un petit focus sur les exonérations d'IS. Donc, elles sont à 100% pour le premier exercice bénéficiaire et 50% pour le deuxième, on va dire, exercice bénéficiaire, donc le suivant, qui n'est pas nécessairement consécutif au premier. Il y a une petite, on va dire, une limite qui est appliquée aux aides fiscales au sens global du terme. Sachez que les aides fiscales sont limitées au plafond de minimis qui est imposé par la Commission européenne, donc qui est de 200 000 euros voilà, d'aide fiscale sur 3 années glissantes. Enfin, en termes d'avantages sociaux, l'entreprise GUI peut bénéficier de l'exonération de certaines charges patronales, notamment donc les charges en lien avec maladie, vieillesse et les allocations familiales. Par contre, ça concerne uniquement le personnel affecté à la R&D, ce qui signifie que ce sont les personnes dont la tâche majoritaire au sein de l'entreprise est la R&D. En termes d'éligibilité technique, ça ressemble, c'est identique au crédit impôt recherche. Donc, il faut des incertitudes scientifiques techniques, il faut démontrer un état de l'art lacunaire et enfin, des travaux permettant de dépasser les connaissances existantes. Pour les dépenses éligibles au JUI, donc ici, c'est nécessairement pour vérifier le critère des 15%. Donc, on a un ratio qui est effectué pour vérifier si on est au-dessus du seuil des 15%. Donc, au numérateur, on a l'assiette des dépenses de R&D qui est très proche de celle du crédit impôt recherche. La particularité, c'est qu'elle ne prend pas en compte les bonus-malus, ce qui signifie on ne prend pas le doublement de la rémunération des jeunes docteurs, ni le doublement de la facture de sous-traitance publique. Pareil, on ne va pas déduire les aides publiques ou la prestation de conseil. Donc, c'est vraiment l'assiette des dépenses R&D réalisées par l'entreprise sur l'exercice concerné qu'on va diviser sur les charges totales fiscalement déductibles. Et en fait, on va vérifier si on est au-delà du seuil ou pas. Donc, il faut être au-delà de 15% pour pouvoir être éligible au statut JUI. On va un peu rentrer dans le détail des différences crédit impôt recherche et jeunes entreprises innovantes. Donc, le premier point concerne la déclaration du CIR qui se fait du coup chaque année sans limite d'âge de la société à condition que l'entreprise en question réalise des travaux de R&D. Ça, c'est important. Ensuite, du côté JUI, donc c'est un statut autodéclaratif, pas de formalité particulière. Par contre, il est valable les 8 premières années d'existence d'une entreprise. Le crédit impôt recherche est basé sur une année civile, alors que le JUI est basé sur un exercice fiscal. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, surtout quand votre exercice fiscal il est en décalé. Donc, si vous êtes en décalé de l'année civile, à ce moment-là, il faut vraiment bien distinguer, on va dire, la période d'appréciation du crédit impôt recherche et du GUI. Donc, crédit impôt recherche, année civile, GUI, exercice fiscal. Le CIR est ouvert donc à toute entreprise, donc il n'y a pas de restriction de secteur ou de taille ou de statut. Par contre, le JUI est uniquement ouvert aux PME qui respectent du coup les conditions de détention capitalistique dont je vous ai parlé quand j'ai abordé les critères du JUI. Donc, il n'y a pas de minimum de dépenses exigées pour le CIR.
contrairement au GUI où il faut du coup valider les 15% de R&D minimum engagés par l'entreprise. Donc, il faut toujours vérifier ce critère-là pour le GUI. Et comme je vous ai dit, donc dans l'assiette, dans le ratio des 15%, on ne prend pas tout ce qui est bonus-malus qui sont autorisés pour le calcul du crédit impôt recherche. Une chose très importante qu'il faut retenir, c'est qu'il faut distinguer crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc le crédit impôt innovation, donc ça couvre, on va dire, tout ce qui est conception de nouveaux prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Donc il est un peu plus axé marché parce qu'il faut démontrer on va dire la supériorité des performances du produit prototypé par rapport à la concurrence. Donc ça, c'est vraiment le scope du crédit impôt innovation qui est totalement différent de ce que je vous ai présenté en termes d'éligibilité technique au sens CIR du terme. Si vous êtes plus dans le scope C2I, sachez que vous ne pouvez pas être JUI. Pour être JUI, il faut que l'entreprise en question effectue de la R&D au sens CIR. Donc voilà, très bien distinguer travaux d'innovation au sens C2I, donc crédit impôt innovation, et travaux de R&D au sens CIR. En termes de sécurisation et d'impact sur le CIR. Donc, comment sécuriser son JUI, son statut JUI? Donc, il faut surveiller, on va dire, d'année en année, les critères qui sont amenés à évoluer le plus rapidement, donc notamment le critère des 15% qui est différent d'une année à une autre. Donc, on n'est pas sûr à chaque exercice fiscal de vérifier le critère des 15%. Donc, toujours commencer par ça. Et ensuite aussi regarder les détentions capitalistiques. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux actionnaires qui, on va dire, annulent le critère des détentions capitalistiques nécessaires pour obtenir le JUI? Vous pouvez totalement demander l'avis de l'administration sur, on va dire, sur l'éligibilité de votre entreprise au statut GUI. Donc ça se fait grâce à la procédure de rescrit GUI. Donc en termes de modalités de demande, il n'y a pas, on va dire, un temps précis pour envoyer le rescrit GUI à l'administration. Donc ça peut se faire à tout moment. Par contre, si vous souhaitez, on va dire, déposer un rescrit GUI pour sécuriser le crédit impôt recherche derrière, sachez qu'il faut le faire au plus tard 3 mois avant la déclaration du formulaire 2069A et du coup avant le dépôt de l'alias fiscal. Pourquoi? Parce que l'administration a 3 mois pour vous répondre, donc du coup sur votre éligibilité au statut GUI ou pas. Donc elle a 3 mois pour vous donner une réponse sur le rescrit GUI que vous avez envoyé. En l'absence de réponse dans le délai de 3 mois, cela vaut pour accord tacite. Donc, si vous avez la réponse positive de l'administration ou l'absence de réponse dans le délai de 3 mois, ça permettra de sécuriser le crédit impôt recherche que vous allez déclarer par la suite. Une chose très importante à savoir, c'est que si l'administration statue, on va dire, sur le rescrit GUI et donne du coup une réponse positive, c'est qu'elle considère que l'entreprise effectue de la R&D. Ce qui veut dire que derrière, vous êtes forcément éligible au titre du CIR. Par contre, la réciproque n'est pas vraie. Ce qui veut dire que si vous déclarez du CIR, ça ne veut pas dire que vous êtes éligible au statut GUI parce qu'il y a d'autres critères en plus de la R&D à valider, notamment le critère des 15%, le critère ex nihilo, de l'âge de l'entreprise et autres. Donc, très attention à ce point. En termes de contenu de la demande, donc qu'est-ce qu'il faut mettre dans un dossier de rescrit GUI? Donc, il faut une description détaillée du projet de R&D, donc une description des travaux de R&D effectués sur l'exercice concerné. Ensuite, il faut joindre à ce dossier technique l'ensemble des éléments qui vont permettre d'apprécier les critères du GUI. Donc, c'est des éléments administratifs financiers de type bulletin de salaire, les factures de sous-traitance, les factures de propriété intellectuelle, tout ce qui est aussi diplôme et CV pour permettre de vérifier l'éligibilité des profils, voilà, etc. Donc, on en a parlé très rapidement avant. Donc, ça, c'est par rapport à la réponse de l'administration vis-à-vis donc de votre demande d'obtention du statut GUI.
Donc, comme je vous l'ai dit, l'administration, elle a 3 mois pour répondre. Donc, elle est obligée de répondre dans le délai de 3 mois. Et si, en cas d'absence de réponse, cela vaut pour accord tacite. Donc, c'est considéré comme une réponse favorable. Donc, si on a 2 cas de figure. L'entreprise en question obtient une réponse positive ou bien une absence de réponse au-delà du délai des 3 mois. La décision, on va dire, est opposable à l'administration et aux URSSAF. Donc ça, elle est opposable en cas de contrôle ultérieur typiquement sur le statut JUI. Par contre, il est très important de se dire que l'avis favorable de l'administration porte sur les éléments tels qu'ils ont été décrits dans le dossier de rescrit GUI, ce qui veut dire que si entre le moment où l'administration va vous formuler une réponse et le moment où vous souhaitez, je ne sais pas, par exemple, vous auto-exonérer GUI, vous ne respectez pas exactement les mêmes conditions qui ont été stipulées dans votre dossier de rescrit GUI, à ce moment-là, il y a un risque. Il faut vraiment que, pour que du coup la décision soit opposable, que ce que vous avez décrit dans le dossier rescrit GUI soit conforme à la réalité et qu'il n'y ait pas eu d'évolution entre-temps. Dans le deuxième cas de figure où on a une réponse négative, sachez qu'il est toujours possible de demander un second examen de la demande. Ou bien, deuxième possibilité qui est un peu plus risquée, c'est que vous, malgré, on va dire, l'avis négatif, vous pouvez vous auto-exonérer et vous auto-déclarer du coup JUI. Par contre, en cas de contrôle, vous allez devoir rembourser ce que les exonérations, on va dire, perçues parce que vous n'êtes pas considéré comme une jeune entreprise innovante. Donc voilà, c'est un petit risque à prendre. Un grand risque. Tout dépend des exonérations, on va dire, qui ont été perçues. Petit focus donc du coup sur les points de vigilance. On va un peu résumer ce qui a été dit. Donc premier point, donc c'est sur la nature des travaux valorisés dans le cadre du crédit impôt recherche et le JUI. Comme je vous ai dit, dans les deux cas, pour les deux dispositifs, on parle de travaux de R&D et non pas de travaux d'innovation. Donc travaux de R&D, ce qui veut dire ils répondent à une incertitude technique ou scientifique forte. Les travaux permettent de dépasser un état de l'art lacunaire, ils permettent d'apporter de nouvelles connaissances à la communauté scientifique. Le deuxième point, donc c'est sur la qualification GUI n'est pas acquise définitivement. Donc, typiquement, si l'entreprise a reçu un avis favorable de l'administration sur l'exercice X et du coup, elle est JUI sur l'année X, enfin sur l'exercice X, sachez qu'elle ne l'est pas systématiquement sur l'exercice X plus 1. Donc, il faut chaque année vérifier que tous les critères du GUI sont validés, que ce soit les critères administratifs ou aussi les critères techniques, donc sur l'éligibilité des travaux valorisés. Donc, toujours vérifier que le critère des 15% de R&D est bien validé. Donc, du coup, quand on va déclarer le CIR, on pourra bien estimer l'assiette des dépenses réelles et il faut que du coup que cette assiette des dépenses réelles divisée par les charges fiscalement déductibles soit supérieure à 15% pour qu'on soit sûr de vérifier ce critère-là. Et dernier point de vigilance, si par exemple vous avez un redressement qui porte donc sur le crédit impôt recherche, sachez que derrière ça va impacter forcément votre statut GUI et ça va le remettre en cause. Donc, faire très attention. Dans ce cas de figure, c'est très souvent quand les entreprises s'autodéclarent GUI sans forcément demander l'avis préalable de l'administration. Donc, si jamais il y a une remise en cause du crédit impôt recherche, ça va forcément impacter derrière le JUI. En conclusion, donc, il est tout à fait possible de cumuler les deux dispositifs. Alors, hop, je reviens. Tout à fait possible de cumuler les deux dispositifs CIR JUI, donc ainsi que leurs avantages, que ce soit donc les avantages financiers, fiscaux ou bien sociaux. Attention du coup aux conditions JUI qui vont évoluer d'un exercice à un autre, donc toujours vérifier que l'entreprise satisfait
les critères sur les 8 premières années où elle peut bénéficier du statut G8. Et nous, ce qu'on conseille à nos clients, surtout pour une première, on va dire, déclaration ou autodéclaration GUI, toujours de faire un rescrit GUI, demander l'avis préalable de l'administration pour que ça puisse sécuriser le statut GUI, mais aussi derrière sécuriser le CIR. Donc voilà, ça c'est ce qu'on conseille très régulièrement à nos clients. Après, si c'est possible de faire un rescrit GUI tous les ans, c'est l'idéal, et surtout quand par exemple vous avez soit des projets de R&D un peu borderline entre R&D et ingénierie, c'est toujours bien d'avoir l'avis de l'administration pour être sûr sur l'éligibilité au statut GUI et aussi au crédit d'impôt recherche derrière. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci en tout cas pour votre écoute. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc je suis là pour répondre à votre question, donc vous pouvez passer par le GoToWebinar. Sachez qu'on va vous envoyer le replay de cette vidéo par mail. Et donc pour votre information, il y a un nouveau webinaire qui se tiendra le 16 mars qui va porter sur la déclaration du crédit impôt recherche. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur notre blog pour vous inscrire. Donc là, je vais regarder un peu les questions. Alors, j'ai une question le statut GUI est valable jusqu'aux 8 ans de l'entreprise ou les 8 premiers exercices. C'est les 8 ans de l'entreprise, ce qui veut dire au 8e anniversaire de l'entreprise, ce sera plus possible de bénéficier du statut GUI. Voilà. Est-il possible de cumuler CIR C2I? Totalement. C'est possible de cumuler le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Par contre, voilà, il faut vraiment faut distinguer travaux de recherche, travaux d'innovation. Comme je vous ai dit, bien regarder quel est le périmètre des travaux. Est-ce que c'est plus accès marché ou est-ce que c'est plus accès apport de connaissances nouvelles à l'état de l'art? Donc, sinon, en termes de dépenses, le crédit impôt innovation est quasi similaire au crédit impôt recherche, c'est juste que le taux applicable, il est de 20% sur l'assiette des dépenses d'innovation. Mais les deux dispositifs sont cumulables. Si vous avez donc plusieurs projets ou bien un seul projet avec des travaux d'innovation et des travaux de recherche, c'est possible de cumuler le CIR C2I. À quel moment on doit déposer le dossier, donc j'imagine le dossier de rescrit GUI auprès des services des impôts? Donc tout à fait, donc le rescrit GUI, il faut le déposer au SIE, donc service des impôts, qui va le transmettre ensuite au ministère de la Recherche. Il n'y a pas de moment particulier, on va dire, pour déposer le dossier GUI. Par contre, si vous voulez sécuriser votre crédit impôt recherche, il faut, on va dire, le déposer au plus tard 3 mois avant la déclaration du crédit impôt recherche pour être sûr d'avoir un retour de l'administration avant la déclaration du CIR, parce que du coup, le GUI va sécuriser le crédit impôt recherche derrière. Est-ce bien l'expert comptable qui fait la demande? Donc, je ne sais pas ici si c'est par rapport au GUI ou est-ce que c'est par rapport au CIR. En tout cas, pour s'auto-déclarer GUI, c'est bien l'expert comptable qui le fait. Donc, ce qui veut dire, dès que vous allez avoir le feu vert ou dès que vous décidez de vous auto-déclarer GUI, l'expert comptable saura du coup quelles sont les exonérations que vous pouvez percevoir, et du coup, il pourra s'auto-exonérer, en tout cas sur la partie IS, donc les exonérations fiscales, et sur la partie sociale. Pareil, pour tout ce qui est déclaration du crédit impôt recherche, l'expert comptable est totalement qualifié pour savoir comment compléter le formulaire 2069A de déclaration. Alors, prochaine question. Si on est GUI, devient-on C2I? Alors, ce n'est pas systématique. Si on est GUI, on est CIR. Par contre, c'est possible, en étant GUI, de pouvoir bénéficier du crédit impôt innovation. Maintenant, il faut vérifier que les travaux effectués répondent aux critères du crédit impôt innovation, qui sont un peu différents du CIR, du crédit impôt recherche.
Il faut voir si le produit développé, le prototype du produit développé se démarque de la concurrence d'un point de vue technique, ou bien fonctionnel, ou bien ergonomique, ou bien éco-conceptuel. Donc ça, c'est, on va dire, les critères importants pour bénéficier du C2I. Et il faut aussi être une PME au sens communautaire. Ça, c'est indispensable pour pouvoir prétendre au crédit impôt innovation. Donc, pour bénéficier des 50%, car la R&D elle est en dom-tom, le siège social de l'entreprise est le critère déterminant. Tout à fait, il faut que l'adresse du siège social et le service des impôts de l'entreprise soient localisés dans les dom-tom pour pouvoir appliquer le taux des 50%. Travaillant... Est-ce que les coûts salariales d'un personnel travaillant en R&D pour notre société depuis l'Angleterre? Alors, du coup, je ne suis pas très sûre de bien comprendre la question, mais en tout cas, sachez que les exonérations vont impacter uniquement, on va dire, le personnel de R&D si l'entreprise en question paye, on va dire, les cotisations en France. Donc, je ne sais pas si cette personne, enfin, si ce salarié, est-ce qu'il est juste localisé en Angleterre et par contre, toutes ses cotisations, elles sont payées en France, ou est-ce il travaille, on va dire, enfin, les cotisations de son salaire, de sa rémunération, elles sont payées en Angleterre. Dans ce deuxième cas de figure, ce ne sera pas possible de faire des exonérations. Dans le premier cas de figure où les cotisations de rémunération patronale salariale sont bien payées en France, à ce moment-là, il est tout à fait possible de l'exonérer GUI. Ça, il n'y a aucun problème. Hop. Les cotisations sont payées en Angleterre, du coup, non, ce sera malheureusement pas possible. Ce ne sera pas possible. Il faut que les cotisations soient payées en France pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales. Alors là, c'est des questions à peu près similaires. Si on passe par un sous-traitant agréé Crédit Impôt Recherche, celui-ci doit-il passer par l'établissement d'un état de l'art pour valider notre projet en tant que CIR? Pas très sûre de bien comprendre la question, mais je vais tenter en tout cas de répondre. Par exemple, si vous sous-traitez une partie des travaux à un sous-traitant agréé CIR, dans le dossier technique qu'il va falloir monter, il faut bien préciser les opérations effectuées par le sous-traitant en question. Il faut présenter, on va dire, un mini dossier CIR dans un dossier CIR un peu plus global. Très souvent, les opérations du sous-traitant répondent aux mêmes problématiques du projet de l'entreprise. Du coup, l'état de l'art, il est commun, mais il peut arriver que le sous-traitant, il intervienne sur une partie un peu plus distincte du projet, que du coup, il réponde à une problématique bien particulière et qu'il ait un état de l'art bien particulier. Mais sachez que du coup, si vous valorisez des dépenses de sous-traitance, il faut bien les détailler et bien montrer l'individualisation, on va dire, de ces opérations de R&D dans le dossier technique. Bonjour. L'aide au financement de l'ADEME est cumulable au CIR GUI. C'est cumulable, par contre, ça fait partie des subventions et avances récupérables qui sont déduites de l'assiette du crédit impôt recherche. Typiquement, les financements ADEME et JUI sont totalement cumulables, il n'y a pas d'impact, on va dire, l'un n'impacte pas l'autre. Par contre, le financement de l'ADEME va être déduit de l'assiette des dépenses du CIR si elle couvre, on va dire, les mêmes travaux. Les mêmes travaux du coup déclarés au crédit impôt recherche. Alors, est-il possible d'avoir accès aux éléments de votre présentation? On va vous envoyer en tout cas le diapo et le replay vidéo, si jamais vous avez besoin de revenir sur certains points. Pour respecter le délai des 3 mois avant le dépôt d'alias fiscal au 19 mai 2021, faut-il l'avoir déposé avant le 19? C'est ça, exactement. Du coup, moi, typiquement,
mes clients que j'ai accompagnés dans les démarches de rescrit GUI, on a déposé des dossiers début février au plus tard. Ça permet juste de sécuriser, on va dire, le crédit impôt recherche derrière, qui va être déclaré au 15 mai 2021. Par contre, il n'y a pas, on va dire, de délai ou de date précise pour déposer un rescrit GUI. Donc, typiquement, si vous le déposez maintenant, vous aurez donc la réponse dans les 3 mois qui viennent. Donc, vous allez un peu déborder sur la date de déclaration de votre crédit impôt recherche. Donc, vous déclarez votre crédit impôt recherche comme si vous n'étiez pas GUI. Vous attendez le retour de l'administration sur s'il est favorable ou pas sur le statut GUI, et en fonction de ça, vous pouvez rectifier votre liasse fiscale. Ça, on va dire, c'est dans l'idéal. C'est le process idéal qui permet de sécuriser un maximum et le statut GUI et le crédit impôt recherche. Donc, il est toujours possible de revenir derrière, rectifier le CIR si jamais donc vous demandez l'avis de l'administration sur votre GUI, et il est possible aussi de revenir un peu en arrière sur les exercices typiquement donc de 2019 ou de 2018. Donc voilà, je n'ai pas plus de questions. J'essaie de regarder. Hop, les fins d'exercice, comment déposer. Donc j'ai une question. Donc la société a été créée en février 2020, mais fin d'exercice 31 décembre 2021. Comment déposer le dossier CIR maintenant ou dans un an? Donc il est totalement possible de déposer, donc déclarer du CIR 2020. Donc au plus tard au 15 mai 2021. Tout dépend, on va dire, de l'avancement du projet. Là-dessus, je n'ai pas vraiment de visibilité. Il faut juste que les travaux de R&D qui vont être valorisés au titre du CIR soient suffisamment avancés pour montrer, on va dire, un premier apport de connaissances nouvelles à l'état de l'art. Si le projet il est beaucoup trop en amont, autant garder la valorisation pour 2021, et vous pouvez récupérer à ce moment-là le temps passé en 2020. Par exemple, en 2021, vous faites une demande rectificative sur 2020. Par contre, d'un point de vue technique, vous aurez un dossier beaucoup plus complet parce que ce sera un dossier technique qui va porter sur du 2020-2021. Donc voilà, on va dire l'approche la plus, l'idéal qui sécurisera derrière votre CIR. N'est-il pas préférable de généraliser le rescrit fiscal partout? Oui, ça permet toujours de sécuriser les dispositifs, et sachez qu'il y a aussi un rescrit CIR. Il est totalement possible de demander l'avis de l'administration sur le crédit impôt recherche, et du coup, dans ce cas-là, la démarche, c'est de déposer un rescrit CIR auprès du ministère de la Recherche, et il statuera aussi sur l'éligibilité ou pas. Par contre, il faut le déposer au plus tard 6 mois avant la déclaration des résultats. Donc là, c'est un peu trop tard pour déposer un rescrit CIR 2020. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, en tout cas, voilà, si vous avez des questions supplémentaires, moi je reste à votre disposition pour y répondre. Donc vous pouvez nous les envoyer par mail, on reviendra vers vous avec des éléments de réponse. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc merci vraiment beaucoup pour votre écoute. Je m'excuse encore pour le petit souci technique. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous les adresser par mail. On reviendra vers vous avec des réponses, et on va vous transmettre du coup le PPT et aussi le replay vidéo. Donc voilà, merci tout le monde, et voilà, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.